Ben, je dirais que ce jugement, quelque part, ne m'étonne pas. Et donc, j'irais plutôt du côté du scandale que du courage. Pourquoi dans la mesure où ce qu'on constate en Belgique, si on voit le cas de la Cabellux, mais on peut aussi extrapoler. J'ai écrit un livre effectivement sur la fiscalité et la fraude fiscale, mais il y a un livre qui est au début de l'année, un autre livre que j'ai écrit sur les banques. Donc, il va sortir début 2010. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les banques, en fait, ce sont les principales organisatrices de la fraude fiscale en Belgique. Parce qu'on parle ici de l'affaire Cabellux, mais si on voit les grands dossiers de fraude fiscale que la commission d'enquête parlementaire a analysés, je pense à la QFIE, aux sociétés de cash, chaque fois, les banques jouent un rôle pas seulement de fraudeurs, mais d'organisatrices de la fraude. Et quelque part, c'est même du démarchage commercial vis-à-vis de leurs riches clients. Les banques vont aller leur proposer des produits frauduleux, clés sur porte, voilà, on vous propose des fraudes. Et donc la Cabellux, ça s'inscrit dans ce genre de mécanisme. Alors vous dites jugement scandaleux, est-ce que vous avez le sentiment que la justice, quelque part, est un peu une justice de classe, protège un peu les puissants, que ceux qui peuvent se payer des avocats pénalistes extrêmement réputés et aussi très chers, s'en sortent toujours ? Oui, j'ai tendance à dire que en Belgique, face aux lois, face aux juges, le riche est toujours cru, le pauvre est toujours cuit. Ça, c'est un peu l'impression que les gens ont, et je pense que c'est plus qu'une impression, parce que j'entends dire dans l'affaire Cabellux, ça va donner l'impression qu'il y a une justice à deux vitesses. Mais non, il y a une justice à deux vitesses. Vous l'affirmez ? Oui, si on voit Monsieur Afscrift, que je trouve très sympathique, on a discuté un peu ici au début, mais Monsieur Afscrift peut dire, par exemple, jusqu'à combien vont ses honoraires, hein, Monsieur Afscrift ? Jusqu'à combien vont vos honoraires ? C'est cher, vos conseils, monsieur Afscrift ? Oui, c'est marqué sur votre site internet. Parce que j'ai quelques économies à placer sur votre site internet. C'est extrêmement, vous pouvez aller voir sur son site internet. Les clients acceptent les tarifs ou ne les acceptent pas. Mais pour répondre à monsieur, on va quand même lui renvoyer. Les gens sont curieux maintenant, dites-nous le montant. Oui, il n'est pas obligé de donner le montant de ses honoraires sur un plateau de télé. Sur son site internet, ça va jusqu'à 600 €. 600 € par heure d'honoraires. C'est un maximum, effectivement. Imaginez une technicienne de surface. La route coûte beaucoup plus cher. Imaginez une technicienne de surface qui gagne 1 200 € par mois. Après 2 heures de travail. Et qu'est-ce qui est choquant selon vous là-dedans, finalement, si les gens sont d'accord de payer, finalement? Ce qui est choquant, c'est que tout le monde ne peut pas se permettre de payer 600 € de l'heure pour un avocat. La question que je vous posais tout à l'heure, c'est quelle confiance à la Cour d'appel et l'importance du vice de forme dans une procédure en appel. Allez, réaction peut-être de Marco Vanez. Vous partagez ce sentiment de pas mal de gens qui nous contactent? Évidemment, je le partage. Et moi, je dirais que quand M. Matteau dit que le ministre des Finances est un peu trop passif vis-à-vis de la fraude, en tout cas de la grande fraude, moi, j'irais même plus loin. J'ai l'impression, quelque part, que il l'encourage, il favorise la grande fraude. Il favorise la grande fraude. On va simplement parler de l'amnistie fiscale, ça, tout le monde est au courant. Mais je peux vous donner 2 exemples concrets. Donc, il y a ce qu'on appelle les RDT. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail technique de la fiscalité. Mais donc, une société qui a des filiales qui lui versent des dividendes, elle peut déduire. Elle est exonérée à 95% sur ses dividendes. Sauf, dit le code fiscal, c'est un des rares en droit du code fiscal où on parle des paradis fiscaux, sauf si les filiales sont dans un paradis fiscal. Mais il se fait qu'un vent favorable m'a donné le modèle de convention avec lequel la Belgique négocie avec les autres pays les conventions fiscales. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que dans le modèle de convention, on passe au-dessus de cette mesure qui est dans le code fiscal. Et donc, j'ai téléphoné au cabinet de M. Renders pour avoir des explications, comment ça se fait qu'on déroge à la loi. Ouais. Et là, le spécialiste des conventions m'a dit, vous savez, la loi est un peu anachronique, donc c'est forcé de passer par des paradis fiscaux aujourd'hui dans une économie moderne. Ouais. Donc, vous accusez le ministre des Finances, c'est un peu l'esprit de votre bouquin d'ailleurs, qui vous y allez dans le bouquin, d'être un peu complice de la fraude, c'est ça? Je pense que quelque part, il y a une idée d'encouragement au nom de principes comme la compétitivité des entreprises. C'est rude comme accusation. Réaction de Bernard Ferfailly. Que vous êtes resté muet, là. Vous défendez pas le patron. Qu'est-ce qui se passe? On est en plein délire ici. On est en plein délire. Monsieur Vanez est en train de nous raconter une espèce de complot extraordinaire en reprochant au ministre des Finances d'appliquer la loi qui est votée au Parlement par tous les parlementaires, par une majorité de parlementaires. Il applique la loi fiscale. C'est l'inverse. Point 1. Point 2.
Les conventions dont vous parlez, elles ne sont pas secrètes. Elles sont consultables sur le site Internet du ministère des Finances. Donc, ce n'est pas un vent favorable qui vous l'apporte. Tout le monde peut le voir. Ces conventions sont soumises et votées par le Parlement. Et ces conventions, c'est le modèle de convention qui est le standard européen de l'OCDE. La Belgique l'applique intégralement aujourd'hui. C'est un modèle de convention qui prévient la double imposition et permet l'échange d'informations entre la Belgique et tous les autres pays partenaires afin de, justement, lutter contre la fraude dans certains cas. Et donc, c'est heureux que nous... Ça montre aussi autre chose, c'est que les gens qui fraudent en Belgique, ce n'est pas une petite minorité de gros fraudeurs, c'est malheureusement un très grand nombre de gens en Belgique. En proportion du revenu, la catégorie, et ça, une étude a été faite aussi à ce sujet par le professeur Franck, il y a un certain nombre d'années, la catégorie qui fraude le plus, ce sont les femmes de ménage. Alors, ça, en proportion, c'est le plus. Pourquoi est-ce que la plupart des gens dans ce pays fraudent dès qu'ils en ont la possibilité? Et ce qui est évidemment dommage, c'est qu'il y a une grande inégalité dans ceux qui ont la possibilité et ceux qui ne l'ont pas. Pourquoi le font-ils? C'est parce que, et c'est assez dommage d'ailleurs qu'on ne se soit pas posé cette question dans une commission d'enquête parlementaire qui parlait de la fraude fiscale. Primo, les impôts sont perçus comme étant nettement excessifs et ils sont toujours à plus de 46% du produit intérieur brut. Et deuxièmement, notre système fiscal est injuste. Et il est clairement injuste. Prenons un exemple très simple. Donc la fraude, c'est de la légitime défense, quoi. Je ne dis pas que c'est de la légitime défense. Je dis que c'est perçu comme tel. Mais pourquoi est-ce qu'il est injuste? Donnons un exemple, et même M. Vanès va être d'accord. Les revenus professionnels dans notre pays sont très rapidement taxés à 50%. Quand on prend un risque et qu'on fait un investissement, mais c'est pas un revenu professionnel, vous avez 25% sur les dividendes. Quand vous percevez des intérêts, c'est 15%. Et quand vous jouez à la loterie, c'est 0%. Est-ce qu'on va me présenter ça comme un système juste? Non, les gens le considèrent comme injuste. Et qu'est-ce qui se passe? Les fraudeurs, les grands fraudeurs de la Cabellux sont pour l'essentiel un grand nombre de petits pensionnés qui, après avoir été taxés à 50% sur leur revenu professionnel, se disent « Ah, j'ai enfin eu une possibilité où je vais peut-être pouvoir frauder ». Et ils fraudent misérablement sur 15% qui ne vaut pas la peine pour eux. La plus-value sur action, ici en Belgique, j'aimerais bien que on me la donne. Je vais dire à un moment donné, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Enfin, je veux bien. Et sachez que c'est un des experts choisis par M. Pierre Failly pour analyser les 109 recommandations du rapport de la fraude fiscale. Donc, vous vous rendez compte de l'inquiétude que j'ai, moi, quand on commence à analyser de cette manière-là, de justifier et de justifier. Et on voit Thierry Ascrift en entraîneur professionnel. Pour rebondir sur le dessin de Kroll, votre boulot, monsieur Ascrift, et puis les autres vont réagir, c'est d'aider les gens à frauder? Certainement pas, c'est de les défendre quand ils sont injustement accusés d'avoir fraudé. C'est ça le travail d'un avocat. Et ce que je constate, c'est que nos lois ne sont fiscalement pas justes. Moi, ce que je constate, c'est que vous allez avoir plein de clients ici. Ça n'arrête pas. Je prends les coordonnées, je vous transmets tout ça après. Allez, plus sérieusement, ça peut poser la question aussi, parce qu'on va aborder la question des moyens de l'administration. C'est la légitimité de la fraude. Ça légitimise la fraude. Je veux dire, merci. À un moment donné, il fallait on se doute bien que vous n'êtes évidemment pas d'accord avec... Sur le rapport de Max Franck, Monsieur Ascrift cite le rapport de Max Franck. Qu'est-ce qu'il dit, le rapport de Max Franck? Il date déjà un peu, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est que 55% de la fraude est due aux 10% les plus riches de la population. Ça, c'est la conclusion essentielle de son rapport. Et ça, c'est pas comme dit Monsieur Ascrift, le petit pensionné ou la femme de ménage qui est dans les 10% les plus riches de la population. Allez, avant de poursuivre, avant de poursuivre, on va Marco Vanès? Oui, mais ce que je constate par rapport aux mesures à prendre, c'est qu'on a ici un catalogue de mesures proposées notamment par la commission d'enquête. Moi, je vois que d'abord, primo, rien ne passe de ces mesures, mais qu'en même temps, y compris le PS vote les intérêts notionnels, l'amnistie fiscale, etc. Mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul et prendre vraiment des mesures qui vont changer les choses. Et je pense à un exemple simple, c'est qu'on voit la responsabilité des banques, pas seulement dans la fraude fiscale, mais aussi dans la crise financière et autres. Je pense que là, il y a vraiment une mesure radicale à prendre, mais ça, je vois aucun parti défendre ça. À part, vous savez que moi j'ai plutôt une sensibilité PTB, donc là c'est le seul à défendre ça, c'est de créer un secteur bancaire public. Et ça, à travers ça, vous pouvez non seulement combattre directement la fraude à la source, mais vous pouvez aussi régler les problèmes financiers. Les politiques sont très dubitatifs. Mais alors M. Renders, il dit, et tout le monde l'a répété... Allez, parce qu'on doit conclure. Écoutez, dans la loi programme...